Dans la vie des policiers, il y a des affaires particulièrement difficiles à résoudre. Des affaires où ils ne peuvent compter sur aucun témoignage de victime. Car cette victime est un nouveau-né. Et les suspects, ceux qui devraient justement veiller sur lui. Ses parents, sa famille, sa nourrice. Le plus souvent, ces histoires terribles commencent de la même manière, par un signalement. Une assistante sociale ou un médecin qui prévient la police. Nous sommes à Clermont-Ferrand. Et ce jour-là, c'est exactement ce qui va se passer à la brigade des mineurs. Sortez, bonjour. Ces enquêteurs, comme Dominique, ont l'habitude des affaires bouleversantes. Enfants battus, violés ou maltraités. Mais l'affaire dont ils vont hériter ce matin va les marquer profondément. Et son âge? D'accord. C'est le CHU qui vous saisit? Je vous en prie, au revoir. Ce jour-là, Dominique reçoit un message d'alerte. Un signalement qui provient de l'hôpital. Un nourrisson d'à peine 3 mois vient d'être admis aux urgences dans un état préoccupant. Très pâle, les extrémités froides. Il présente également de graves troubles de la conscience. Sa vie est menacée. Et voilà pourquoi les médecins préviennent la police. Ils ont constaté sur son corps plusieurs hématomes. Un récent et volumineux, d'autres plus anciens. Mais alors, qu'est-il arrivé à cet enfant? Brigitte, L'affaire semble grave. on va au CHU. Dominique prévient l'un des piliers de la brigade, Brigitte, 30 ans de service. On a un jeune enfant, 3 mois, hospitalisé depuis hier. J'ai eu le procureur qui nous dit d'aller sur place faire le point. Un passage du rapport intéresse immédiatement les enquêteurs. Les hypothèses formulées par les médecins. Selon eux, le nourrisson peut souffrir d'une malformation, de 2 maladies plutôt rares, mais il peut aussi avoir été maltraité. Dans ce genre de cas, les premiers indices sont d'éventuelles traces de coups sur le corps de l'enfant. Simple accident ou blessure volontaire, il faut l'œil averti d'un enquêteur pour interpréter le moindre bleu. Dans l'une de ces chambres, le bébé de 3 mois, hospitalisé la veille, est toujours en réanimation. L'équipe médicale se bat pour le garder en vie. Dominique et Brigitte ont rendez-vous avec le médecin qui a ausculté l'enfant. Et ce qu'il a découvert fait froid dans le dos. Le scanner a révélé plusieurs hématomes concentrés dans une zone bien précise, le cerveau, et ils ont causé des lésions irréparables. Ce sont des séquelles qui vont être évaluées à long terme sur le plan neurologique. Ça peut aller d'un déficit moteur minime jusqu'à un déficit moteur très important. Et sur le plan intellectuel aussi, on peut avoir un retentissement qu'on ne pourra évaluer qu'à long terme. Ces lésions très particulières ont aussitôt mis le médecin sur la piste d'un traumatisme très précis qu'il a signalé dans son rapport. Le syndrome de Silverman, du nom du pédiatre américain qui l'a découvert. Il est plus connu du grand public sous le nom de syndrome du bébé secoué. Son origine est toujours la même, un adulte qui brutalise un nourrisson. Le fait de secouer d'avant en arrière mobilise la tête qui représente un poids par rapport au poids corporel du bébé, un poids très important. En réalité, ce mouvement bascule la tête d'avant en arrière avec des lésions Le cerveau bouge à l'intérieur du crâne, complètement. donc vient frapper la botte crânienne à plusieurs reprises, et ce qui provoque ça. Voilà. Chez un nouveau-né, le cerveau est très sensible au choc. Sur ce scanner, la conséquence d'une secousse de quelques secondes à peine. Un hématome qui comprime le cerveau et empêche le sang de circuler. Le médecin a aussi révélé un autre symptôme qui permet de soupçonner un cas de bébé secoué. Une hémorragie dans l'œil du nourrisson. On a une hémorragie rétinienne au fond d'œil qui est quand même assez spécifique. Très symptomatique de ça. Sur le fait d'avoir secoué la tête du bébé, quoi. C'est l'examen typique qui fait qu'on est sûr qu'on a affaire à un bébé secoué. Le seul problème est d'avoir des arguments de certitude.
Bon, on peut pas affirmer un diagnostic. Voilà. Voilà. Et il faut On a un faisceau d'arguments, mais on n'a Voilà. jamais de Donc certitude. l'enquête de police est complémentaire des... Complètement. Le médecin reste prudent, malgré ces constatations troublantes. Scientifiquement, il est impossible de privilégier une hypothèse plutôt qu'une autre. Alors, maladie, malformation ou maltraitance? C'est désormais aux policiers de mener l'enquête. Effectivement, on a, par rapport... Oui, le fond de l'œil. Oui, mais le fond de l'œil, il avait l'air de te dire que ça peut arriver aussi. Tu Ah disais. non, fond de l'œil, Mais, c'est du sûr et certain. Si les enquêteurs soupçonnent un nouveau cas de bébé secoué, c'est que ces affaires sont de plus en plus fréquentes et font régulièrement la une des journaux. L'an dernier, pas moins de 200 cas recensés en France. Un papa, une maman, une nourrice ou un proche reconnus coupables d'avoir maltraité un nourrisson, et à chaque fois, une enquête des plus compliquées. Car dans ces affaires, tous ceux qui ont approché le nourrisson juste avant le drame sont des suspects potentiels, à commencer par ses parents. Le jeune couple qui a amené l'enfant aux urgences va être placé en garde à vue. Quelques heures plus tard, au commissariat de Clermont-Ferrand, Brigitte se prépare à ses auditions délicates. Bon, alors qu'est-ce que je veux dire, les parents? Et comme l'affaire est sensible, l'enquêtrice a demandé du renfort à sa chef de brigade, Marilyn, commandante de police, 21 ans de carrière. Ces deux femmes flics sont aussi mères de famille. Elles le savent, le face-à-face avec les parents du bébé s'annonce bouleversant. Vous avez été mis en garde à vue. On va vous garder, tous les deux. Il faut qu'on sache pourquoi, ça c'est sûr. Il faut qu'on sache. Comme Marilyn s'y attendait, l'audition s'annonce difficile. La mère est effondrée. Mais malgré le choc, l'enquêtrice va lui demander de détailler minute par minute les heures qui ont précédé l'arrivée de l'enfant à l'hôpital à 5 h du matin. Le récit de la jeune femme commence en fin de journée, juste après la sieste, par une première alerte. Vers 19 h, on a entendu des hurlements. Et c'est qui allait le chercher. Et quand il est arrivé dans le salon, il l'avait dans les bras, il était tout mou. Enfin, je lui ai pris les bras et il était comme une poupée de chiffon, quoi. Vraiment désarticulé. La jeune maman aurait commencé à paniquer. Mais après un biberon, l'enfant se serait calmé. Elle aurait alors pensé à une simple déshydratation. Après, j'étais un peu plus rassurée parce que comme il avait pris son biberon et que moi je pensais encore que c'était... Donc à son réveil, vous lui avez donné son biberon. Oui, il l'a pris en entier. Et du coup, je me suis dit, bah, ça va aller mieux. Rassurée, la jeune femme aurait décidé de coucher son enfant comme tous les soirs. Mais dans la nuit, elle aurait été réveillée par ses pleurs. Des cris à répétition, toutes les heures. Il dormait, et d'un coup il se mettait à hurler. J'y allais, j'essayais de le calmer, il se calmait. Et je repartais, peut-être 1 heure après ça recommençait. Et il a fait ça toute la nuit. Et vers 5 h du matin, l'état de l'enfant aurait brusquement empiré. Il aurait été pris de convulsions. J'ai vu qu'il convulsait du côté droit. Le bras et la jambe. Et donc, je lui ai dit qu'il fallait qu'on l'emmène tout de suite aux urgences. La jeune femme et son compagnon se rendent alors à l'hôpital. Après une batterie d'examens, la maman apprend le terrible diagnostic des médecins. Le cerveau de son enfant est gravement atteint. Il est placé en soins intensifs. Il a eu un brin qui a été posé au niveau du cerveau pour vider le sang et le liquide parce que ça faisait trop pression dans sa boîte crânienne. Et ils ont fait un scanner après ça pour voir si c'était bien positionné. Et le soir, quand on y était pour voir le résultat du scanner, elle nous a montré les images. Et j'ai vu qu'il y avait les trois quarts du cerveau qui étaient morts, quoi. Elle m'a dit que c'était des vaisseaux qui avaient été sectionnés, quoi.
Alors pourquoi cet enfant s'est-il soudainement retrouvé dans cet état? Selon sa maman, il n'aurait subi aucun choc pendant cette fameuse soirée. Marilyn va alors étendre ses recherches et lui demander de détailler son emploi du temps depuis la matinée. On était à la maison, on est resté à la maison toute la matinée, jusqu'à ce que je parte à l'auto-école en fait. La jeune femme se serait donc absentée pour prendre un cours de conduite. Et pendant 2 heures, le bébé serait resté seul avec son père. S'est-il passé quelque chose d'anormal à ce moment-là? La maman a déjà posé la question à son compagnon. Selon la maman, le bébé n'a été confié à personne d'autre ce jour-là. Pour les policiers, il est donc temps de connaître le récit du papa. Et ce récit va se révéler bien différent. Dans la pièce d'à côté, il va d'emblée révéler à Brigitte un événement qu'il avait jusqu'ici caché à sa compagne. Oui, bien sûr. Alors qu'il était seul avec le bébé, l'enfant se serait mis à crier. Le jeune homme aurait commencé à le bercer. Et là, le temps que je passe mon bras pour essayer de le récupérer, il a bougé en même temps et il m'a échappé. Et il est tombé d'abord sur le canapé et directement après par terre. Vous n'êtes pas rendu compte de la gravité de cette chute? Je sais pas, moi j'ai pas vu. Le fait que j'ai rien vu, je me suis dit ça va peut-être passer, c'est pas trop grave ou quoi. Donc... Et voilà pourquoi il aurait caché l'accident à la maman. Au vu de ce que vous me racontez, c'est accidentel. Pourquoi, justement, quand il est arrivé, vous auriez pu lui dire j'ai tombé le petit? Je sais pas, je voulais pas affoler, Le père nie formellement avoir secoué son enfant. Mais sa version des faits n'a pas convaincu l'enquêtrice chevronnée. Tomber. C'est plus facile de dire qu'on a tombé son gamin que de dire qu'on l'a secoué, ça c'est clair. Et voilà pourquoi les enquêtrices sont sceptiques. Cet accident pourrait expliquer les hématomes récents décelés par le scanner, mais pas les hématomes plus anciens. Il y a donc des zones d'ombre à éclaircir. Les hémorragies sont de dates différentes. Elles ne sont pas que récentes. Il y en a qui sont anciennes. Alors qu'est-ce qui a pu causer ces chocs plus anciens? D'autres chutes ou des brutalités à répétition? Le père a-t-il menti? La mère cache-t-elle aussi quelque chose? Se sont-ils mis d'accord sur une version commune? Pour trouver des réponses, les policiers ont une technique. Dresser le profil psychologique des parents. L'enfant était-il désiré? La grossesse s'est-elle bien passée? Leur comportement a-t-il changé depuis la naissance? C'est donc une enquête de personnalité approfondie qui commence. Les policiers vont interroger tous les proches du couple et ce qu'ils vont découvrir va remettre en cause leur première certitude. Commissariat de Clermont-Ferrand, j'aurais besoin d'un témoignage de votre part, s'il vous plaît. Oncle, tante, grands-parents, toutes les personnes qui côtoient le couple depuis la naissance du bébé sont convoquées au commissariat. Et Madame, nous aurions aimé un témoignage de votre part. Oui, allô, Madame, auriez-vous la possibilité de venir nous voir? Des témoins privilégiés qui vont peut-être livrer un détail, un indice, le moindre élément révélant une éventuelle maltraitance. On a besoin de témoignages, un maximum de témoignages. On fait ce qu'on appelle un environnement, voilà, pour bien situer un petit peu le couple. Je vous rappellerai, je sais pas... peut-être. Marilyn convoque ainsi une dizaine de personnes en urgence. Donc, je sais pas, en fin de matinée. En attendant, les deux enquêtrices vont reprendre l'audition des parents. Mais cette fois, plus de questions sur le jour du drame ou l'hospitalisation du nourrisson. Elles veulent tout savoir sur leur intimité et leur projet de faire un enfant. Votre couple, comment ça se passait tous les deux, entre vous? Ça se passait bien. Vous entendiez bien, pas de soucis. Oui, on s'entendait bien. Qui avait souhaité avoir l'enfant? Moi. Mais bon, il le voulait aussi. Comment vous avez accueilli cette grossesse, alors? On a dit à tout le monde tout de suite. Moi, j'étais super contente, du coup, j'ai dit à tout le monde.
Vous avez voulu savoir c'était une fille ou un garçon? Oui. La réaction face au fait que c'était un petit garçon? Moi, je voulais un petit garçon. En quelques réponses, la jeune femme dresse le portrait d'un couple parfait, aimant et désireux d'avoir un enfant. Et pourtant, cet enfant est hospitalisé dans un état critique. Alors le père va-t-il confirmer cette vie de famille idyllique? Votre fils, c'était un enfant voulu? Oui. Oui. Comment s'est passée la grossesse de votre compagne? Très bien. Très bien, touchement. Il a été mis dans votre chambre les premiers jours? Vous l'avez... La première nuit, on l'a gardé avec nous et ensuite on a... Il a dormi dans sa propre chambre? Ah oui, on lui a fait une chambre. Lui aussi raconte une vie sans problème. Alors l'enquêtrice va le brusquer un peu et lui rappeler qu'il a quand même caché à sa femme une terrible vérité. Cette chute accidentelle du bébé le jour du drame. Si tout allait si bien entre eux, pourquoi lui avoir menti? Est-ce que vous avez des problèmes de couple qui fait que vous n'avez pas voulu dire à votre compagne quand elle se rend compte le petit... Des problèmes de quoi? De couple? Ah non. Non mais bon, comme elle, quand elle vous dit le petit, il est mou, vous auriez pu lui dire, il est tombé, il est peut-être en... Ouais, mais je sais pas, ça allait passer. Je n'arrive toujours pas à y croire. Je comprends toujours pas ce qui se passe, je ne sais pas. C'est une vraie crème, il a jamais... franchement, il n'a jamais été violent envers qui que ce soit. Il est super sensible en plus. Une stupeur partagée par l'autre famille. Le père de la jeune maman évoque un couple heureux et ne voit rien à reprocher à son gendre. Vous entendez bien, vous, avec lui? Oui, tout à fait, plutôt bien. Il était très gentil, poli, discret, bien élevé, courageux. Parfaitement bien, je dirais, intégré, rentré dans la famille, on aimait bien. Famille, amis, toute la journée les témoignages concordent. Pas de quoi faire basculer la conviction des enquêteurs. Jusqu'à l'audition de la mère du papa, entendue en fin de journée. En quelques mots, elle va sérieusement compliquer l'enquête. Selon elle, son fils serait capable de s'accuser de faits qu'il n'a pas commis. Votre fils nous déclare avoir fait tomber le petit. Il nous avait dit ça qu'il l'aurait fait. Pardon? Il avait dit qu'il aurait plutôt prendre tout sur lui que sa copine. La mère du suspect est catégorique. Son fils lui a confié que face à ce genre de drame, il préférerait endosser seul la responsabilité pour épargner sa compagne. Et cet accident ne lui ressemblerait pas. Il n'a jamais fait mal au bébé. Il n'a jamais tombé, il n'a jamais cogné. Il fait toujours en sorte que quand il est posé quelque part, qu'il est positionné, ne pas tomber non plus. Il a toujours un cal où il est dans son transat. Vous pouvez vous sortir des trucs comme ça, c'est qu'il est au bout du rouleau. C'est pas possible, ça. Alors, qui dit vrai dans cette affaire? L'homme s'accuse-t-il pour protéger sa compagne? La jeune maman n'a peut-être pas dit toute la vérité. Vous avez les clés de votre appart? Le lendemain, Marilyn et Brigitte ont mal dormi. Impossible de s'enlever de la tête cette affaire délicate. Je rejoins sur place? Elles doivent pourtant mener l'enquête et conduisent le père de l'enfant jusqu'à son domicile. Elles comptent bien lui demander plus de précisions sur cette chute qu'il a avouée la veille. S'il a menti ou s'il cherche à couvrir sa compagne, il va peut-être craquer une fois sur place. Mais avant de lui faire rejouer la scène, les enquêtrices vont commencer par une inspection minutieuse du logement, à la recherche du moindre détail qui pourrait démontrer que cet enfant n'était pas aussi désiré que ses parents le laissent entendre. Mais au domicile, aucun indice permettant de démontrer des actes de maltraitance. Alors, avant de partir, Sophie, une autre enquêtrice de la brigade, va interroger les voisins. Le couple s'est peut-être disputé ces derniers jours. Nous la suivons en caméra cachée pour ne pas nuire à l'enquête. Bonjour, excusez-moi. Le commissariat de Clermont-Ferrand, je peux vous poser une petite question? Vite fait.
Je présente ma carte de réquisition. L'enquêtrice va interroger en priorité les voisins les mieux placés pour entendre quelque chose. Celui-ci occupe l'appartement en face du couple. Ce que je veux dire, c'est que je portais tout un peu de bruit du toc-toc-toc assez tard le soir et tôt le matin. Comme une machine à laver qui tournerait à 5 h du matin. Donc c'est un peu agaçant à force. Oui, mais c'est des bruits de voisinage, voilà, mais c'est pas des cris Non, je fais la normale. D'accord. Rien de particulier. Renseignements? Non? Bon, je mets beaucoup la télé, la radio. Oui. Absolument rien entendu. Rien du tout. D'accord. Et au niveau de pleurs incessants ou... Là, j'entends rien. Aucun des voisins n'a entendu le moindre bruit, la moindre dispute ces derniers mois. La perquisition confirme les auditions. Ce couple est sans histoire et semblait aux petits soins avec son nouveau-né. Mais alors pourquoi des parents s'en prendraient-ils à un enfant qu'ils chérissent? Les policiers, qui soupçonnent toujours le papa autant que la maman, vont se demander s'il n'y a pas eu un élément déclencheur qui a pu les conduire à brutaliser le bébé. Et dans ce genre d'affaires, les enquêteurs le savent, ce sont souvent les cris du nourrisson, qui, cumulés à la fatigue des premiers mois, peuvent conduire des parents modèles à perdre leur sang-froid. Ne serait-ce que quelques secondes. Ça me dérange pas plus que ça. La maman, qui a travaillé au contact de jeunes enfants, affirme ne pas être dérangée par les cris d'un nourrisson. Je supportais les pleurs, mais je n'aimais pas trop le laisser pleurer, sauf quand vraiment j'avais tout essayé et que bon, il se calmait pas. Au bout d'un moment, je le laissais un peu pleurer et puis il s'endormait, mais sinon disons que j'arrivais à prendre du temps pour le calmer. Une patience qui semblait en revanche manquer à son compagnon. Et il avait un peu plus de mal à supporter les pleurs. Quand il n'arrivait pas à calmer, du coup il me posait. Ou alors c'est moi qui le prenais. jamais il a pu avoir des gestes d'agacement face à ses pleurs. Il n'a jamais été violent en tout cas. Il n'aurait jamais été violent. Mais dans la pièce d'à côté, le papa reconnaît que les cris du bébé le mettaient parfois à bout de nerfs. Des fois où il pleure normalement, ou il y a des fois où vraiment il crise et on ne sait pas pourquoi, enfin je ne sais pas pourquoi. Et au bout d'un moment, oui, je supportais pas. Je supportais pas les cris. Un nouvel indice qui joue contre le père. S'il est à ce point sensible aux cris, il n'a peut-être pas réussi à se contrôler. Et ça expliquerait pourquoi le bébé a été secoué à plusieurs reprises depuis sa naissance, comme l'ont constaté les médecins. Mais les gardes à vue touchent à leur fin et les policiers n'ont toujours ni preuves ni aveux convaincants. Alors, ils vont tenter une dernière vérification que font très souvent les enquêteurs dans ce genre d'affaires. Rechercher si l'un des parents a acheté des médicaments pour masquer ses dérapages violents et soigner lui-même l'enfant. Voilà pourquoi l'enquête s'oriente désormais vers les pharmacies du quartier, de nouvelles investigations qui vont encore accentuer les soupçons des policiers. C'est Sophie, l'enquêtrice de terrain, qui après son enquête de voisinage, va interroger les pharmaciens autour du domicile des suspects. Nous filmons en caméra cachée pour ne pas gêner l'enquête. Je voulais savoir si vous connaissiez une famille qui demeure dans les bâtiments qui sont derrière. Plus seulement l'enfant qui doit avoir 3 mois. Voilà. Donc on voulait savoir si les parents s'étaient présentés au sein de votre pharmacie et pour quel motif ils se seraient présentés entre le 23 avril et aujourd'hui. C'est bien cette pharmacie que fréquente le couple. L'employé consulte ses fichiers pour retrouver les commandes qu'il a passées ces 3 derniers mois, c'est-à-dire depuis la naissance du bébé. Alors là, ils ont eu des vaccins. Ils ont eu des vaccins, du Doliprane pour le 4 juillet. Et puis, ils ont pris du Pacido. Alors ça, c'est des petites dosettes de sucre qu'on donne avant la vaccination des enfants. Et elle attend. Dans l'ordinateur, des traitements de base délivrés à tous les nouveau-nés. Mais en fouillant un peu plus loin, un produit acheté par le couple éveille les soupçons de l'enquêtrice. Alors après, voilà, il y a eu ça. Il y a eu l'homéopathie, disons.
À quelle date? 28 avril. Ah non, c'est pas après. Anti-choc quand même? Enfin, anti-choc, c'est de l'homéo. C'est de l'homéo. Mais enfin, d'un autre côté, à un enfant, on va pas lui donner, on va pas donner de la morphine. Le couple serait donc venu acheter des traitements anti-choc dès les premiers jours de vie de l'enfant. Un traitement peu ordinaire pour un nouveau-né. Un indice de plus pour Brigitte et Marilyn. Elle a regardé quand même dans son ordinateur. Ils sont venus chercher de l'homéopathie pour les coups, comme de l'arnica. Puis il y avait 2 autres tubes homéopathiques de marqués. Allez, je vais le chercher. Les gardes à vue touchent à leur fin. Alors cette fois, il est temps de savoir si ce bébé a été maltraité depuis sa naissance. Jusqu'ici, la maman n'a jamais évoqué de coups ni de traitement anti-choc. Alors Marilyn va se montrer plus insistante. Avez-vous autre chose à ajouter par rapport à vos précédentes déclarations? Je sais pas, il n'y a pas quelque chose qui vous est revenu? Vous auriez oublié ou... Il y avait eu un bleu une fois, mais sur la jambe, mais je pense pas que ce soit... Un simple bleu. La maman ne se souvient pas avoir remarqué d'autres blessures sur le corps du nourrisson. L'heure tourne, les questions de Marilyn sont de plus en plus directes. Qui a secoué? Qui a pu secouer? Dites-moi ce qui s'est passé. Donc l'enfant est bien tombé? Il est tombé sur le canapé, je l'ai repris, il s'est mis à pleurer, et j'ai essayé de le calmer, et là ça n'a pas marché. Encore une fois, il évoque sa maladresse. L'enfant qui lui échappe des bras. Mais cette fois, la fin de l'histoire n'a plus rien d'un accident. Et alors? Oh, vous avez fait quoi? Il s'est pas calmé, alors du coup, oui, je l'ai secoué un peu. Alors, est-ce que vous pouvez décrire comment vous l'avez secoué? Je l'ai secoué comme ça. Non, mais attendez, comme ça, ouais, comme ça, c'est ça. Après, je peux pas mesurer ma force, donc je l'ai secoué, mais je peux pas... C'est un peu léger pour les blessures qu'il a, votre fils, hein, 2 coups, hein. Ou alors, c'est vraiment secoué fort, quoi. Pour moi, ça m'a peut-être pas paru très fort, mais pour que vous soyez, attendez monsieur, pour que vous vous mettiez, hein, vous dites j'étais dans un état d'esprit, je m'en voulais, c'est que c'est pas 2 coups comme ça. Moi, je suis maman, ça m'est arrivé d'être énervée par des gamins. Je suis en train de tout vous dire. Je l'ai pris la première fois, je l'ai fait un coup, donc un coup à l'aller-retour. Et du coup, je l'ai repris et il a recommencé. Alors, c'était pire encore et du coup, je l'ai fait 2 fois. Et les 2 fois étaient plus forts, je pense. Dans la foulée, le jeune papa va aussi reconnaître que ce n'est pas la première fois que les cris du bébé lui ont fait perdre son sang-froid. Une autre fois ou 2 fois? Une seule fois. Une autre fois. C'était quand? Vous étiez seul, c'était travailler? J'étais seul. Il y a 1 mois, je dirais, peut-être. Je lui ai donné le biberon une fois que je l'avais changé et tout ça. Je le remettais dans son lit ou sur le transat et il se remettait à pleurer. Il crisait alors que... Un père qui passe aux aveux. L'enquête pourrait s'arrêter là. Mais les policiers gardent en mémoire les propos troublants de la grand-mère. Selon elle, son fils pourrait s'accuser par amour pour protéger sa compagne. Dans ce genre de situation, les enquêteurs ont une technique pour faire jaillir la vérité, la confrontation. Réunir les 2 parents dans la même pièce, après 2 jours de séparation, et leur faire répéter leur version. Pour la première fois depuis le début de leur garde à vue, l'homme et la femme se retrouvent dans la même pièce. Côte à côte, mais ils n'échangent pas un regard. C'est à coup sûr l'audition la plus douloureuse qui commence. C'est pas un moment facile, et on a besoin d'aller jusqu'au bout. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je raconte tout? Oui. Je pense qu'elle a besoin d'entendre de votre bouche. Oui.
je pense, plutôt que de la mienne. De la bouche de son compagnon, la jeune maman va entendre cette terrible vérité qu'elle ignore. Les cris de l'enfant, les nerfs du papa qui lâchent. L'enfant de 3 mois survivra finalement à ces graves blessures. Mais son cerveau est endommagé de manière irréversible. Son père a donc été mis en examen pour violence sur mineur. Il encourt désormais jusqu'à 15 ans de prison. Depuis le début de l'année, c'est déjà le 7e cas de bébé secoué pour les enquêteurs de la brigade des mineurs de Clermont-Ferrand.